Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette vidéo. Nous allons faire une revue hebdomadaire des marchés, une revue hebdomadaire qui à partir d'aujourd'hui sera publiée indépendamment des Good Morning Market. Et aujourd'hui, nous allons essayer de répondre à quoi on peut s'attendre à part cette relance de 1900 milliards de dollars annoncée détaillée par Joe Biden. Et donc, concrètement, que signifie cette présidence Biden pour les marchés? Alors, les différents points que nous allons détailler, hein. Tout d'abord, nous allons parler de ces 1400 dollars par personne, hein, pour destiner aux Américains. Il faut savoir que Wall Street s'attend à ce que ces fonds arrivent sur le marché action. Nous allons parler de Janet Yellen. Visiblement, les États-Unis ne chercheront pas à affaiblir le biais vert. Nous allons parler également de ce grand défi géopolitique, hein. Souvenez-vous, lors de la vidéo avant élection, nous avions fait un comparatif, hein, des différents thèmes selon les présidents, selon les candidats, Donald Trump et Joe Biden. Il y avait un point d'interrogation, hein, concernant la position des États-Unis vis-à-vis de la Chine en cas d'élection de Joe Biden. Donc cela commence à s'éclaircir peu à peu. Nous allons essayer de répondre à cette question. Est-ce que les États-Unis auront le courage de défier la Chine? Nous allons parler des big tech. Et nous allons essayer de voir que signifient les nominés de Joe Biden pour les emplois de premier plan. Nous allons parler de l'Iran et du pétrole, et notamment concernant l'accord nucléaire. Est-ce qu'il permettra de faire baisser les cours de pétrole? Car cela pourrait aboutir à une nouvelle offre, l'offre de pétrole iranien. Nous allons aborder également les accords de Paris. Nous allons parler des investissements verts et essayer de répondre à la question, est-ce qu'ils vont monter en flèche? Il faut savoir que les actions qui sont liées, les actions dites vertes, sont déjà à des niveaux relativement hauts. Nous allons parler de l'économie canadienne et du retrait de ce projet de pipeline. Est-ce que cela va nuire à l'économie canadienne? Mais avant cela, une vidéo juste à gauche, hein, qui montre clairement le sentiment au sein des investisseurs particuliers américains, hein, notamment depuis l'élection de Joe Biden. Et donc, je vous propose de vous passer un petit extrait qui en dit long sur justement ce sentiment des investisseurs particuliers aux États-Unis. Donc, je vais mettre les sous-titres afin de voir très rapidement, hein, ça va durer 15 secondes, ce qu'il en ressort. Et ça montre clairement, hein, le sentiment justement des investisseurs particuliers. Alors, je n'ai pas mis de sous-titres, je le refais immédiatement. Voilà, donc c'est parti, ça va durer 10 secondes et on pourra enchaîner par la suite. Voilà, donc en résumé, il faut faire comme les riches, il faut baisser sa consommation, ne pas s'endetter et investir sur les marchés, car le président des États-Unis, Janet Yellen et Jérôme Powell rendront riches les Américains qui auront suivi ce conseil. Donc c'est vraiment le sentiment, hein, qui ressort actuellement aux États-Unis, et donc ce court extrait de cette vidéo l'illustre parfaitement. Nous allons passer à la suite à présent. Nous allons parler justement de ces versements, de ces chèques de 350 milliards de dollars. Une première série de chèques de relance a permis d'accorder donc 1200 dollars à près de 160 millions d'Américains, et environ 158 millions d'Américains sont éligibles pour recevoir de nouveaux chèques. Et cela sur la base des données fiscales de 2019. Ils ont déjà reçu un chèque de 600 dollars auparavant. Et donc Joe Biden propose des chèques supplémentaires à hauteur de 1400 dollars par personne. Si le Congrès l'approuve, ces paiements, l'envoi des chèques, hein, devrait se faire très rapidement. Cela signifie qu'il y aura un versement total de soit 350 milliards de dollars. Il faut savoir que les revenus supérieurs à 75 000 dollars par an recevront des chèques moins importants. Et donc, si la moitié de cette somme est investie sur les marchés, cela équivaut à une injection à hauteur de 175 milliards de dollars, et c'est vraiment très conséquent. C'est près de 2 mois
de que 2 mois d'assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale américaine. Cela équivaut également à environ 0,7% de la capitalisation boursière de toutes les actions cotées à la bourse de New York. Et donc ces 175 milliards de dollars dépassent également le volume de transactions sur 2 jours. Et on le voit ici sur le graphique de droite concernant justement ce quantitative easing. La Fed achète pour environ 100 milliards de dollars d'obligations chaque mois, des fonds qui affluent dans d'autres catégories d'actifs, et ces chèques de relance pourraient être un coup de pouce justement pour ce quantitative easing. On passe à présent à Janet Yellen. Janet Yellen, donc, qui est vue d'un très bon œil par les marchés, qui est actuellement secrétaire au Trésor. On l'a vu sur la vidéo. Il y a 3 personnes qui devraient rendre riches les Américains qui choisissent d'investir sur les marchés. Joe Biden, Jérôme Powell et la secrétaire au Trésor, Janet Yellen. Alors, elle devrait, aux côtés de Jérôme Powell, financer le plus grand déficit depuis la Seconde Guerre mondiale. Cela aura des conséquences, bien entendu. Les marchés semblent l'ignorer pour le moment. Ils supposent simplement que Janet Yellen sera à l'origine, sera le début d'une longue période de quantitative easing massif. Et à noter également concernant le marché des changes, le marché s'attend à ce que Janet Yellen signale que les États-Unis ne veulent pas d'un dollar faible, mais il faut noter qu'elle a seulement déclaré que les États-Unis ne chercheront pas à affaiblir le biais vert. Alors le marché l'a interprété comme une préférence pour une monnaie faible. À noter également que Janet Yellen a déclaré que l'administration Biden n'augmentera pas les impôts, mais en précisant pendant la pandémie. Et donc Janet Yellen et Jérôme Powell, ce sera un duo très certainement favorable au marché. Nous allons parler de la Chine à présent. La Chine, est-ce que les marchés ignorent ce risque? Il faut savoir que la Chine a été l'un des grands gagnants en 2020, avec une économie qui s'est redressée et un excédent commercial qui a atteint un niveau record. Et l'écart économique avec les États-Unis s'est réduit également à un rythme record. La Chine devait rattraper les États-Unis en 10 ans. Il ne lui faudra que 5 ans à présent. Et c'est grâce justement à la pandémie que la Chine va atteindre la parité avec l'économie américaine en 2028, soit 5 ans avant ce qui était prévu, avant que nous connaissions donc cette crise suite au coronavirus. Et les démocrates accusent donc la Chine de ne pas être claire en matière de pandémie, mais également en ce qui concerne le vol de la propriété intellectuelle et concernant donc les abus des droits de l'homme. Et les nominations d'Avril Haines, chef des services de renseignement, et d'Anthony Blinken, secrétaire d'État, pourraient annoncer une approche plus agressive à l'égard de la Chine. Cela donc répond à des questions que l'on se posait pendant le mois de novembre. Mais que peuvent faire les États-Unis à présent, à part donc laisser justement ces tarifs déjà mis en place par l'administration Trump? Est-ce que cette nouvelle administration Biden a suffisamment de marge de manœuvre pour mener une politique agressive contre la Chine au vu de ce qui a déjà été mis en place précédemment par Donald Trump? Alors il y a donc 2 scénarios. Soit les États-Unis poursuivent la confrontation qui pourrait avoir un impact très négatif sur les marchés, soit ils se tournent vers une guerre pour les ressources et la technologie. Également impact négatif, mais qui sera plus étalé dans le temps cependant. Et donc ici, on constatera sur ce graphique de droite cet excédent commercial record de la Chine, et ce qui montre notamment les effets de cette guerre commerciale. Et je vous rappelle que le 15 janvier 2020, on signait à peine le phase 1 du deal entre les États-Unis et la Chine. Nous allons parler des big tech à présent, des big tech qui ont su asseoir leur domination très rapidement. Il faut noter à ce niveau-là que Joe Biden a nommé l'équipe de Warren, donc Gary Gensler à la tête de la SEC et Rohit Chopra au poste de directeur du bureau de la protection financière des consommateurs.
Warren était un partisan de la rupture justement avec les big tech, et Gensler est un partisan d'une réglementation plus stricte pour le secteur bancaire. Alors, il faut tout de même garder à l'esprit que Wall Street a été un donateur très généreux de la campagne de Joe Biden, et donc il sera très intéressant de voir, de constater si l'équipe du président américain sera en mesure d'agir. Et à noter que des mesures de grande envergure envers les big tech, les grosses valeurs technologiques, ne sont pas pricées sur les marchés. Donc cela pourrait conduire à un repli considérable du Nasdaq, qui est actuellement largement surévalué. Comme il est écrit à droite ici, il y a 25 ans, on ne connaissait ni Facebook, ni Google, ni Amazon. Actuellement, elles représentent les entreprises les plus évaluées, les plus connues dans le monde. C'est une très belle histoire, mais cela met également ces entreprises sous les feux des projecteurs. Et c'est pour cela que le gouvernement devrait donc briser leur monopole, et donc promouvoir un marché plus compétitif. Et à noter que Elizabeth Warren n'est pas devenue vice-présidente, mais ses idées continueront à poursuivre, à hanter ces big tech américaines. Nous allons aborder à présent l'accord sur le climat, car effectivement, c'est quelque chose qui fait partie du programme de Joe Biden. Joe Biden qui annonce que les États-Unis vont rejoindre l'accord de Paris sur le climat, qui donc exige des pays de réduire leurs émissions. Il faut noter tout de même que la majorité des économies ont des émissions trop élevées afin d'espérer ralentir le réchauffement climatique, et seuls 7 des 25 membres de cet accord se conforment parfaitement à ce dernier. On pourra le constater ici sur cette carte. Il y a de nombreux pays qui ne respectent pas l'accord, et il faut savoir également que les démocrates vont promouvoir une énergie plus propre, mais il faut garder à l'esprit justement que ces actions dites vertes sont déjà à des niveaux très élevés, donc ce n'est peut-être pas le bon moment de s'y intéresser. Et il faut noter justement, également, et ça ce sera déterminant, que la transition verte sera un frein à la croissance économique et à court terme. Et on notera également que, que les États-Unis sont largement en retard. Donc, on les retrouve ici en gris, ce qui leur laisse une marge de manœuvre considérable depuis ce vœu de rejoindre à nouveau l'accord de Paris sur le climat. Nous allons nous intéresser au pétrole, nous allons nous intéresser à l'Iran. L'Iran qui pourrait augmenter sa production, comme on le voit sur le graphique de gauche, avec un deal nucléaire qui pourrait aboutir à une hausse de l'offre de pétrole. Et donc l'Iran qui espère que Joe Biden renouera justement avec cet accord, ce deal nucléaire qui a été conclu par Obama en 2015. La tâche semble aisée d'un point de vue politique, avec un congrès qui est contrôlé par les démocrates, mais il faut noter que Joe Biden a laissé entendre que l'Iran doit se conformer au précédent accord, notamment en ce qui concerne l'enrichissement en uranium, et cela avant que les pourparlers puissent débuter. Et donc, après la conclusion de l'accord de 2015 qui était entré en vigueur en janvier 2016, il faut noter que l'Iran a très rapidement augmenté sa production. La production de pétrole en Iran est passée de 2,5 millions de barils par jour à 3,5 millions de barils par jour, pour atteindre jusqu'à 4 millions de barils par jour par la suite, avec des exportations qui ont donc tout naturellement augmenté de 1 million de barils par jour et ont dépassé les 2 millions de barils par jour. Alors à l'heure actuelle, l'Iran n'exporte que quelques centaines de milliers de barils par jour. Et donc on comprend aisément que l'Iran pourrait très rapidement augmenter sa production de 1 à 2 millions de barils par jour, et donc booster ses exportations. Ce sera donc un facteur clé pour l'OPEP, et donc les exportations
pourrait revenir encore plus rapidement, étant donné que sans avoir à augmenter la production, il y a déjà une grande partie de brut iranien qui se trouve stocké dans des pétroliers. Et donc les deux illustrations de gauche avec les prévisions de l'EIA en haut et l'ajustement suite au retour de la production iranienne et des exportations que l'on retrouve ici en bas. On aura une production actuelle de l'OPEP qui se situe à environ 25,5 millions de barils par jour et un cartel qui s'attend à ce que la demande pour son pétrole soit d'environ 27 millions de barils par jour. Et en cas de retour de l'offre iranienne, les stocks pourraient ne pas diminuer en 2021. Donc prudence. Prudence au pétrole, hein, car très prochainement, on pourra assister à une correction. Effectivement, actuellement, le pétrole est porté à la hausse par l'annonce de l'Irak. Nous en avons parlé ce matin en Good Morning Market. L'Irak qui souhaite réduire davantage sa production en vue de rattraper son retard de non-respect des accords de réduction de production de l'OPEP+. Nous allons parler de ce fameux retrait du projet Keystone XL et de voir quel sera l'impact sur les États-Unis, car il y en aura un, les États-Unis qui devront se tourner vers le pétrole mexicain, mais surtout l'impact canadien avec des pertes colossales. Alors ici, on retrouve justement la carte qui matérialise ce projet Keystone XL qui va de l'Alabama jusqu'au sud des États-Unis. Et donc, ça a été depuis toujours, il faut le noter, un projet controversé. La capacité de transfert prévu était d'environ 0,8 million de barils par jour et c'est un pétrole canadien en provenance de l'Alberta, qui devait être transporté vers les raffineries du sud des États-Unis. Et donc ce pétrole de l'Alberta est considéré comme un pétrole substitut à celui en provenance du Mexique et du Venezuela, car il présente des caractéristiques similaires et en plus de cela, il est moins cher. Alors les États-Unis maintiendront donc leurs importations de pétrole en provenance de ces pays d'Amérique latine. Néanmoins, des milliards de dollars investis seront gâchés, seront perdus, principalement pour le Canada. Concernant la différence entre le pétrole mexicain et le pétrole en provenance d'Alberta, il faut noter qu'il y a un spread qui est aux alentours des 10 dollars le baril. Et il y a un coût de transport ferroviaire qui est estimé à 8 dollars par baril. Et donc ce projet Keystone XL fera subir des pertes également pour les États-Unis, mais les pertes pour l'Alberta seront considérables et seront aux alentours de 500 milliards de dollars sur 25 ans, ce qui pourra entraîner la perte de 50 000 emplois aux États-Unis et au Canada. Et à noter également, on le voit ici sur ce graphique en bas, les importations de pétrole des États-Unis pourraient ne pas augmenter comme prévu, et donc des États-Unis qui resteront probablement des exportateurs nets, car ici, on le voit, les imports nets seront donc en dessous de cette barre de zéro, et donc des États-Unis qui resteront probablement exportateurs nets. Voilà pour le pétrole. Nous allons à présent faire un aperçu de marché avant de faire un point sur cette première partie de séance, notamment en Europe, depuis la publication de l'IFO en provenance d'Allemagne. Tout d'abord, nous allons débuter par les indices, et ici un petit tableau que nous analysons très souvent. Nous sommes sur des valorisations records ici, et nous avons des options surachetées également à des niveaux records et une avalanche d'introduction en bourse. Nous l'avions abordé lors du point hebdomadaire de la semaine dernière, mais pendant ce temps, et on le retrouve ici, Goldman Sachs indique que ce n'est que la première phase d'un bull market, la première phase d'un marché haussier. Donc tout cela donc cela représente principalement un signal de surchauffe des marchés. Et ici on remarquera ces PS notamment pour le Nasdaq, donc ce ratio qui est largement supérieur à la moyenne de 10 ans et qui représente, qui est 2 fois plus élevé que la moyenne sur 20 ans. Et il faut noter que ces versements, nous l'avons dit, de 1400 dollars pour les Américains pourrait être un tournant pour les marchés, car ça pourrait être
la moitié pourrait être réinvestie sur les marchés boursiers. Et nous avons parlé de cette appétence, cette nouvelle appétence de la part des particuliers américains, ce nouvel arrivée vers le marché des options. Ils utilisent ce marché-là comme un substitut des actions classiques et nous avions parlé de ces ratios call-put ou des ratios pull-call. D'ailleurs, on va en parler un peu plus tard, mais nous avons également cet indice de sentiment qui reste dans la zone de surachat extrême pour le S&P 500. Nous avions eu une surprise macroéconomique positive qui avait été un facteur dominant à l'automne 2020. C'est ce qui avait porté les marchés, mais à présent, cette déviation, cet écart par rapport à la tendance est un signal très très fort, un signal de surchauffe de l'économie et peut-être un signal d'un repli considérable à venir. Nous avons également le marché des options qui nous donne un signal d'alerte. Et compte tenu de la réaction douteuse du marché aux données dont on prend connaissance, la déviation actuelle pourrait être un réel signal de retournement sur ces marchés. Le Nasdaq reste très proche de la limite supérieure de son canal à court terme. Ça pourrait laisser entrevoir une prise de bénéfice dans un avenir proche. Et d'ailleurs, actuellement, on va en parler plus tard, le Nasdaq ignore le repli de ce début de séance en Europe et le Nasdaq continue tranquillement en territoire de record historique. Et nous avons également cette seconde donnée que l'on aborde très largement. Nous avons parlé du ratio put-call sur des plus bas, sur des niveaux extrêmement bas. À présent, devant vous, c'est la même chose, mais inversé, le ratio call-put qui continue de s'étendre à la hausse, actuellement à un plus haut de 20 ans. Et concrètement, il est accompagné de volumes d'options à des niveaux records. Et donc la question que l'on se pose, jusqu'à quand cette situation pourra se poursuivre et à quel moment nous allons assister à un sell-off à Wall Street, un sell-off qui semble et qui est très certainement inévitable au vu des différents éléments que nous ne cessons d'aborder. Il faut noter également que le rallye actuel, et on peut le voir ici notamment, le rallye actuel est en vert. Nous avons sinon le rallye de 1929 que l'on retrouve ici. Nous avons le rallye de 1938 que l'on retrouve à ce niveau-là. Et nous avons le rallye de 1974 un peu plus bas et le rallye de 2009. Le rallye actuel est tout simplement le plus ample de toute l'histoire du marché boursier américain, et cela au vu de cette étude de la Bank of America issue de la Bank of America et de Bloomberg. Nous allons parler à présent de l'euro-dollar avec une banque centrale européenne qui devrait surveiller le taux de change. C'est le seul point que l'on peut retenir de la dernière réunion, mais il est important de ne pas se limiter à sa déclaration. Nous avions donc des situations de surachat. L'euro-dollar n'est plus la devise la plus surachetée. À présent, c'est le NZD USD. Et nous avons parlé du NZD d'ailleurs en Good Morning Market avec un retournement, avec des mouvements sur toutes les paires en NZD. L'euro-dollar a connu récemment donc une correction qui était due à la reprise du biais vert, et l'euro-dollar semble revenir petit à petit à la hausse. Mais il faut noter que l'euro, effectivement, comme j'avais vu en commentaire de Good Morning Market, c'est tout à fait vrai, l'économie européenne ne fait pas rêver. L'euro n'a pas trop de marge de manœuvre d'un point de vue fondamental. Et il faut noter également concernant le biais vert, voilà où nous sommes actuellement. Et ici, cela nous permet de comparer le biais vert avec toutes les phases pré-investiture présidentielle. Et il faut noter que la plupart du temps, hormis très rarement ici, notamment en 2005, on peut également prendre 2009, même si nous avons eu une hausse du biais vert. Il s'en est suivi un net déclin, mais concrètement, on ne peut en ressortir ici qu'un seul moment, c'est 2001, pardon.
c'est 2005, excusez-moi, c'est 2005 qui ne confirme pas cette règle. Le billet vert, le dollar américain a tendance à augmenter d'un point de vue historique après les investitures présidentielles américaines. Donc on pourrait assister à ce même scénario, donc prudence sur l'euro-dollar face notamment aux fondamentaux européens et à cette tendance qu'a le billet vert de gagner du terrain après les investitures présidentielles américaines. Voilà pour l'euro-dollar. Nous allons passer à présent aux matières premières et nous allons nous intéresser aux positions longues. On en a parlé brièvement pour le maïs. On peut remarquer que ce sont les positions longues qui dominent sur presque tous les marchés de matières premières. Il y a des exceptions, notamment on les retrouve ici. Le platine et le palladium, donc ils font office d'exception. Sinon, nous avons les métaux précieux qui évoluent en range, hormis le platine qui est en hausse. Alors les soft como sont les plus surachetés. Et donc, nous avons le maïs, le coton et le soja. Ce sont des marchés qui ont connu des hausses massives dernièrement. Ça crée un risque de correction, peut-être une correction à venir, notamment sur le maïs. Nous en avons parlé, après notamment la réduction des positions longues. Mais il faut noter qu'un positionnement extrême ne suffit pas à lui seul pour donner un signal. La correction pourrait être déclenchée par un renforcement du billet vert. On en revient justement au graphique précédent concernant la hausse du billet vert suite à l'investiture présidentielle américaine. À noter concernant les pétroles, suite aux performances que nous avons pu constater dernièrement, on peut s'attendre à une correction imminente. Le marché, et on le voit ici, principalement, c'est un marché qui n'est pas extrêmement suracheté, mais la correction pourrait intervenir dans le cadre justement de cette tendance haussière de fond. Et donc, c'est une correction qui pourrait être imminente. Un pétrole qui est actuellement porté par cette décision, cette annonce de l'Irak de réduire considérablement sa production pour rattraper le retard de non-compliance aux accords de l'OPEP+. Que s'est-il passé en première partie de séance? Nous avons pris connaissance de l'IFO en provenance d'Allemagne, le climat des affaires dans les entreprises allemandes qui est tombé de manière inattendue à un plus bas de 6 mois en raison des inquiétudes liées au coronavirus. L'indice du climat des affaires IFO est tombé à 90,1 après une révision à la hausse de 92,2 en décembre et contre 91,9 attendu. La composante des attentes chute à 91,1 contre 93 en décembre et les conditions actuelles plongent à 89,2 contre 91,3 en décembre. On retrouve toutes ces composantes ici sur ce graphique issu de Bloomberg. C'est donc la donnée majeure, la donnée qui a dominé en cette première partie de séance en ce lundi 25 janvier 2021 et nous allons donc très rapidement faire un état des lieux du marché action et des indices. Cela a repoussé le DAX à l'intérieur de son nuage, un DAX qui tentait de se hisser à nouveau au-dessus de sa Kijun mais qui suite à l'IFO est venu se placer vers le bas de son nuage. Cela ne suffit pas pour envisager des perspectives baissières à court terme. Il faudrait pour cela un franchissement de ce que nous avions qualifié de ligne de coût, ce qui permettrait d'envisager un repli plus profond pour le DAX. Nous avions également souligné le fait que le CAC 40 est beaucoup plus faible que son homologue allemand et qu'il se place d'ores et déjà en dessous de sa ligne de coût, de cette pseudo-figure en épaule tête-épaule avec un objectif théorique qui est déterminé par la hauteur de la tête. Il faut savoir que le premier signal d'alerte avait été donné lors de la publication des données de vendredi matin, notamment la composante PMI Flash service concernant le secteur des services en France en net repli suite à la pandémie de coronavirus. Et il y en a un qui ignore tous les risques, que ce soit les risques pandémiques en Europe ou aux États-Unis, ou notamment ce climat des affaires qui a quelque peu ébranlé les marchés sur le très court terme notamment, et c'est le Nasdaq qui reste sur des records
historique, mais prudence, car il pourrait avoir un sell-off considérable sur le Nasdaq, un sell-off qui pourrait provenir de déceptions éventuellement de résultats d'entreprises technologiques cette semaine. Il y aura Microsoft demain, mercredi, il y aura Tesla et Apple, mais inversement, ces résultats pourraient également booster, donner davantage de carburant pour le Nasdaq. Et il y a également cette crainte de l'administration Biden, de cette vision qu'a l'administration Biden des mastodontes technologiques. Donc beaucoup de menaces pèsent sur le Nasdaq, un Nasdaq qui pour l'heure continue de se frayer un chemin vers de nouveaux records historiques. Un Dow Jones un peu plus hésitant, mais on ne voit pas de perspective baissière tant qu'on est au-dessus de cette oblique, tant qu'on est plus largement au-dessus de notre nuage en données H4, mais prudence ici, notamment avec ces deux twists et plus largement une faiblesse de nuage que l'on peut déterminer à ce niveau-là, ce qui pourrait aboutir à un retrait en direction des 30 660. Le S&P 500 est beaucoup mieux orienté que le Dow Jones. Il bénéficie également de l'élan des valeurs technologiques et lui semble ne pas se soucier du climat actuel sur le vieux continent et est bien orienté pour aller chercher les 3895, voire même les 3900 points. Le Russell 2000 est un petit peu plus hésitant. Il est allé se placer sur les 2160 ici. Il ne s'est pas placé en dessous et donc les perspectives haussières sont toujours d'actualité malgré la réintégration sous l'oblique haussière. Pour envisager des perspectives baissières sur le Russell 2000, il faudrait passer sous les 2143 et donc un franchissement de la Kijun qui pourrait aboutir à un repli, un retour vers les 2120 points. Donc voilà pour cette revue de marché pour la seconde suite à la fin de la première partie de séance. Voilà comment sont orientés, voilà comment est orienté Wall Street avant l'ouverture des marchés américains, ce qui met donc un terme également à notre revue hebdomadaire. Donc je le répète à présent, la revue hebdomadaire sera publiée de manière indépendante du Good Morning Market. Cela permettra donc une meilleure visibilité. Donc les Good Morning Market ne seront plus intégrés à des revues matières premières fondamentaux qui seront publiées indépendamment également le mercredi et une vidéo dédiée aux actions le vendredi. Merci à toutes et à tous pour votre temps. Je vous souhaite une excellente seconde partie de séance. On se donne rendez-vous dès demain pour le Good Morning Market. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter ou même partager ces vidéos. Au revoir.